Journée mondiale de la presse sur le thème « L'information comme bien public ». L'événement a eu lieu à la salle Georges Rawiri en présence du ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique. Nous parlerons également au cours de ce journal du président de l'organisation syndicale Dynamique Unitaire, Jean-Rémy Yama, dénonce la situation de précarité que traversent les travailleurs gabonais. Enfin, au Tchad, la série des manifestations contre la junte militaire au pouvoir se poursuit. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTH, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Merci de vous concentrer sur RTH. En début de ce journal, nous parlons de la célébration de la journée mondiale de la presse sur le thème « L'information comme bien public ». À Libreville, la cérémonie a eu lieu à la salle Georges Rawiri en présence du ministre gabonais en charge de la communication et de l'économie numérique. Le reportage sur les images de Floris Mapango. Les professionnels de la communication audiovisuelle et écrite étaient au rendez-vous ce matin à la maison Georges Rawiri de Libreville à l'occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse. Le thème choisi de cette année, l'information comme bien public. Le ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique relève le bien fondé de cette thématique. Par ce thème, la Journée mondiale de la liberté de la presse 2021 souligne la différence importante entre l'information et d'autres types de contenus de communication tels que la désinformation, le discours de la haine, le divertissement et les données. L'objectif étant d'attirer l'attention sur le rôle particulier du journalisme dans la production d'informations vérifiées dans l'intérêt du public et sur la façon dont il dépend d'un écosystème plus large qui permet à l'information de devenir un bien public. Les fake news des réseaux sociaux semblent prendre de l'ampleur dans le monde, d'où la nécessité pour les hommes et femmes des médias de prendre des mesures qui s'imposent pour être à la page de la bonne information. Cette année, le thème retenu est l'information comme bien public. Ce thème rappelle, de notre point de vue, l'importance et la valeur de l'information dans la société. C'est donc une interpellation faite à l'endroit des détenteurs de l'information de faciliter l'accès à celle-ci aux journalistes. Dans une société où l'infox et l'info se confondent, l'accès à la bonne information devient une exigence permanente. Le contexte sanitaire dans lequel est empêtré le monde depuis un peu plus d'1 an, où les fake news des réseaux sociaux semblent avoir pris le dessus sur l'information, doit nous faire comprendre qu'il y a urgence à mettre à la disposition du public la bonne information. Le représentant de l'UNESCO rappelle aux membres de la communication la crédibilité de l'information. En choisissant cette thématique, les Nations Unies ont voulu encourager les médias et leurs professionnels à livrer une information juste, crédible, d'une part, et d'autre part, soutenir les divers processus de paix et de réconciliation, mais également la prévention des conflits. L'événement mondial de 2021 ramène la journée mondiale de la liberté de la presse à ses racines, en se concentrant sur les questions contemporaines liées à la liberté d'expression, à l'accès à l'information et au rôle de service public du journalisme au sein d'un écosystème de communication en mutation. Sans risque de se tromper, on peut se le dire, vu l'enthousiasme des journalistes, des participants et la thématique abordée à l'ordre du jour a été une réussite totale. À cette même occasion, les journalistes ont été interpellés sur l'éthique et la déontologie du journalisme. Un reportage, les images sont de Floris Mapango. Les travailleurs de la communication largement interpellés sur l'éthique et la déontologie du journalisme. La véracité des faits est d'une grande importance et devrait être appliquée par tous. Ici, les principes du journalisme
sont mis sur la table. L'information se fonde sur des faits avérés et, dans la mesure du possible, vérifiables par tous. Un des principes du journalisme consiste à ne pas donner une information sans qu'elle ait été vérifiée au préalable. Mais je reconnais que ces critères ne font pas d'une information une vérité. Un journaliste a en principe toujours pour objectif de publier des informations recoupées et fiables. La journée mondiale de cette année ayant pour thème l'information comme bien public arrive au bon moment, surtout lorsqu'on sait que les communicateurs éprouvent des difficultés à accéder dans les services publics. Comprendre que l'information est un bien d'intérêt général, et si c'est un bien d'intérêt général, il est nécessaire que sa production et sa diffusion soient soutenues par les pouvoirs publics. C'est un débat qu'il faudrait amener non seulement au niveau des journalistes, mais l'amener au niveau des pouvoirs publics et également au niveau même des organismes internationaux, des bailleurs de fonds, pour qu'on sache que c'est avec l'information qu'on bâtit la société et c'est avec l'information qu'également on assure la viabilité même des sociétés, la démocratisation de nos sociétés. La thématique de cette année est très profonde et nous venons de suivre, n'est-ce pas, une conférence inaugurale à cette thématique et le conférencier nous a bien expliqué ce qu'est l'information et ce qu'est un bien public. L'information se révèle sous trois aspects. De un, n'est-ce pas, elle est officielle, devrait être vérifiée. De deux, c'est quelque chose qui regarde toute la communauté. Une information n'est pas individuelle. Et le dernier point de l'information devrait être vérifiée et vérifiable par tous. L'information comme bien public, un thème dont l'administration devrait respecter et mettre en application en facilitant l'accès aux journalistes aux sources d'informations crédibles. Écoutons à présent un extrait de l'allocution du ministre d'État, M. Anissé Mbumbo Miyako, ministre en charge de la communication et de l'économie numérique. Il est d'ailleurs au micro de Floris Mapango. Le thème retenu cette année s'inscrit dans un contexte d'évolution de l'environnement informationnel dû à plusieurs facteurs. On retiendra succinctement la croissance des environnements médiatiques pluralistes dans la plupart des pays du monde, l'augmentation des possibilités de communiquer et d'accéder à l'information due au progrès technologique important, la reconnaissance juridique accrue du droit des citoyens à accéder aux informations gouvernementales. Nous poursuivons ce journal pour parler de la journée internationale du travail. Le 1er mai dernier, Jean-Rémy Yama, président de l'organisation syndicale Dynamique Unitaire, dénonce la situation de précarité que traversent les travailleurs gabonais 60 ans après l'indépendance. Cette fois-ci, nous laissons la place à Gamal Luzé et Boris Mikolo. À l'occasion de la Journée internationale du travail célébrée ce 1er mai 2021 à Libreville, le président de la Confédération syndicale dynamique unitaire Jean-Rémy Yama a saisi l'opportunité pour fustiger la misère dont les travailleurs gabonais sont victimes. Selon ces derniers, l'État qui est le principal employeur, c'est le responsable premier de cette situation qui n'a pas évolué depuis plus de 60 ans. Alors, je voudrais quand même dire qu'en ce qui concerne l'État, les employeurs ne jouent pas correctement leur rôle. Parce que la plupart des revendications sont surtout salariales, dans un premier temps. L'employeur État ne joue pas son rôle parce qu'il ne paye pas. On a l'impression que tous les mois, les fonctionnaires sont payés. Mais en réalité, il y a des arriérés de salaire à la fonction publique. Parce qu'il y a des agents qui sont recrutés, qui doivent avoir 100% de leur salaire, mais à qui on ne donne d'abord que 50%. On dit les autres 50%, vous les aurez après. Eh bien, l'État ne respecte pas ses engagements. Et donc, il y a des compatriotes, des travailleurs, qui après 10 ans, ont toujours les 50% de ce qu'ils devaient toucher. Ce qui n'est pas normal. C'est là où on parle de régulation des situations administratives, c'est là où on parle des rappels. Donc ce ne sont pas des revendications nouvelles. Si l'État
en tant qu'employeur, pouvait régler définitivement le problème des salaires à la fonction publique. C'est-à-dire, on prend un agent X, tu as commencé à telle période, l'État te doit tant, l'État paye ce qu'il te doit. Et on repart sur de nouvelles bases. Dans le privé, c'est à peu près la même chose, surtout dans les entreprises gérées par l'État. On va prendre l'exemple de Sogatra, que vous connaissez. Il y a eu tellement de grèves là-bas. Des échauffourées avec les forces de l'ordre. Mais la situation est toujours la même. Il y a des arriérés aussi de salaire là-bas. Pourquoi y a-t-il des arriérés de salaire? Est-ce que vous trouvez normal que quelqu'un qui devait recevoir son salaire ne puisse pas le recevoir ou ne le reçoit qu'en partie? Donc, à partir de là, les échauffourées commencent. J'ai pris l'exemple de Sogatra. Il y a aussi l'exemple de certaines sociétés. On prend les hôtels Renama, par exemple. Aujourd'hui, ces travailleurs sont au chômage. Mais quand on regarde derrière, c'est des agents publics, on va dire des hommes de pouvoir qui sont à la tête de ces hôtels-là. C'est ce qui explique d'ailleurs les mouvements d'humeur ci et là des organisations syndicales, quand bien même ils seraient taxés de grève manipulée. Malheureusement, ça c'est, comme on dit souvent, quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Voilà. Quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Quand on dit on a un pied dans l'opposition, mais vous êtes journaliste. Est-ce que quand tu revendiques ton rappel, c'est l'opposant qui te dit revendique ton rappel? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est un acte d'opposition? Quand tu revendiques les régularisations des situations administratives, c'est-à-dire que tu es resté 20 ans, 30 ans au même endroit et tu n'évolues pas, même pas l'ancienneté. Parce qu'on évolue selon deux voies. Il y a la voie de l'expérience et il y a la voie de la compétence. Voilà les deux voies d'évolution d'un travailleur. L'expérience, c'est l'ancienneté. Par l'ancienneté, tu acquiers de l'expérience. Donc cette expérience doit être, on va dire, récompensée. C'est ce qu'on entend par prime d'ancienneté dans les entreprises. Et ensuite, il y a la compétence. La compétence, ça se caractérise par le mérite, c'est-à-dire les gens qui font des stages pour évoluer en grade, les gens qui passent des concours, et ainsi de suite. Donc on a deux voies d'évolution possibles. Les Gabonais, depuis 2015, vont à la retraite avec une pension dite provisoire. Alors comment peut-on envoyer des retraités avec une pension provisoire au lieu de leur donner l'entièreté de leurs revenus? Donc il y a tout ça qui pousse le syndicaliste à dire qu'il n'est pas d'accord. Maintenant, le fait de le dire, on nous taxe d'opposants. En quoi sommes-nous opposants? Nous avons la possibilité, je dis bien, de réagir sur toutes les questions politiques, économiques et sociales. En tant que confédération syndicale, nous avons ce pouvoir-là. Regardez les textes de l'OIT et du BIT. Mais qui nous montre ce qu'on fait trop. Regardez par exemple au Tchad. L'Union des syndicats du Tchad a bien pris position par rapport à la situation du Tchad. C'est une centrale syndicale, non? Et alors? Eux aussi, ils sont manipulés? Non. Vous savez, chers journalistes, c'est la fuite en avant. Le pouvoir n'arrive pas à régler les problèmes. Le véritable problème d'abord, c'est que l'État paye ses dettes vis-à-vis des travailleurs. C'est la première chose. Si l'État paye ses dettes, et vous entendez encore des grèves de revendications à gauche, à droite sur les régularisations, si l'État paye ses dettes, si l'État régularise les situations des retraités, des travailleurs, et les sociétés comme Sogatra payent les salaires, qu'il fasse un effort de payer ses dettes. Et en ce moment, si on continue, alors vous viendrez vers nous en disant que votre première pierre d'achoppement, c'était les conditions de vie, c'est-à-dire ce que l'État vous doit, ce que l'employeur vous doit. Ils ont déjà payé. Pourquoi vous êtes encore
en train de faire des grèves. Là, vous viendrez vers nous. Parce qu'après les conditions de vie, il va aussi s'agir des conditions de travail. Ça, ne l'oublions pas. Mais pour l'instant, toutes les grèves tournent autour des conditions de vie. Pour clore ses propos, Jean-Rémy Yama a saisi l'opportunité pour adresser un message aux travailleurs de s'armer de patience et d'abnégation tout en continuant les activités. Oui, j'ai un mot pour tous ces travailleurs, ces milliers, pour ne même pas dire millions, ces milliers de travailleurs, c'est que notre sort dépend de nous. Notre sort dépend de nous, de notre détermination et de notre mobilisation. Parce que notre employeur a montré ses carences. Parce que depuis les indépendances, la question que vous posez, c'est celle-là. Depuis les indépendances, la situation ne s'est réellement pas améliorée. Et elle s'est empirée. Nous, aujourd'hui, on a des vestes, on a des costumes. Au regard de ce qui précède, il serait souhaitable que les gouvernants jettent un regard particulier sur la situation des travailleurs afin de finir avec ces grèves à répétition qui très certainement bloquent le bon fonctionnement de certaines administrations. Alors, quant à savoir si leur lutte est une lutte perdue, voici ce qu'il nous répond au micro de Gamal Luzé. Vous savez, ceux qui nous maintiennent dans un état de précarité, ils sont déterminés à nous maintenir dans cet état de précarité. Ils veulent continuer à nous maintenir dans cet état de précarité. Donc tout est une question de détermination. Lorsque notre détermination sera plus forte que la leur, c'est-à-dire notre détermination de nous en sortir, lorsque cette détermination sera plus forte que la leur, alors nous triompherons. Et ce n'est pas impossible. Après 60 ans. Peu importe le temps. On remet tout dans les mains de Dieu. Je vais vous faire une petite citation, vous qui êtes une télévision chrétienne. Élie, quand il fuyait dans les grottes, qu'est-ce qu'il a dit à son bon Dieu? Il pleurait qu'il était seul. Et qu'est-ce que le bon Dieu lui a répondu? Il dit non. Il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le genou pour prier les dieux de Baal à l'époque et qui sont prêts. Donc au Gabon, je pense qu'il y a 7000 personnes également qui ont une détermination forte, plus forte que celle des gouvernants qui nous maintiennent dans cet état. Il suffira seulement qu'on arrive au bon moment, que Dieu voudra, et moi j'y crois. Et moi j'applique la technique de la lampe allumée. Dieu nous a dit de garder nos lampes allumées. Ça veut dire quoi? Parce qu'il viendra comme un voleur, c'est-à-dire à notre insu. Ça veut dire tout simplement, gardons notre combativité, gardons notre flamme allumée. Ça veut dire que continuons toujours notre combat, ne nous occupons plus du temps. Ce n'est pas parce que ça fait 60 ans, ce n'est pas parce que ça va faire 70 ans ou 100 ans, on s'en fout du temps. Mais gardons nos lampes allumées, gardons la flamme. Donc battons-nous toujours. Et quand Dieu viendra, on aura la victoire. À présent, nous parlons du manque de structures sanitaires de première nécessité au quartier Pointe-Claire, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Une enquête a été d'ailleurs ouverte par Gamal Luzé et Floris Mapango. Situé à cheval entre le 5e arrondissement de Libreville et le 2e de la commune Sordovendo, Pointe-Claire, à l'instar de bien d'autres quartiers sous-intégrés de la capitale gabonaise, manque de structures hospitalières. Ici, pas même l'homme d'un cabinet médical qui, en cas de besoin, pouvait permettre d'administrer les soins de première urgence, surtout la nuit. Les habitants de ce quartier sont obligés de parcourir de kilomètres pour une simple injection ou un pansement. Il y a, on va dire, 2 ou 3 ans, nous avons vu la mairie venir dans notre environnement. Ils ont même choisi un site sur lequel ils souhaiteraient construire un établissement scolaire, mais également un dispensaire. Je vous dis, ça fait 3 ans. Malheureusement, jusqu'à ce jour, comme vous pouvez le constater, il n'y a rien.
c'est très emmerdant. Lorsque nos populations tombent malades ici, on est obligé de parcourir des kilomètres. Quelquefois, c'est à l'hôpital, justement, d'Ovendo, CHU d'Ovendo, que nous allions. Si ce n'est, on va dire, à Niali, il y a un hôpital également là-bas, nous allons, mais c'est difficile. Cette situation dérange énormément en cas de travail pour les femmes enceintes. On se réunit, on va voir le chef. Le chef sensibilise les voisins. On vient vous soulever, on vous amène. Mais le problème récurrent ici, c'est les grossesses. Quand une femme est en grossesse, pour aller accoucher à l'hôpital d'Ovendo, au CHU d'Ovendo, mais c'est des problèmes. Même une fois, la femme a failli accoucher au rail, là. Mais il faut avoir des voisins qui ont les véhicules, ou bien toi-même, si tu as ton véhicule, tu peux t'en sortir. Carrément, il faut qu'il y ait des gens solides. Hein. Mais si vous êtes deux veilleurs à la maison, vous allez faire comment? D'abord, un problème de route en saison sèche, en saison de pluie. Mais au moins, là, vous n'avez pas de bottes. Hein. Vous avez choisi une journée où il y a le soleil. Mais il faut quand même avoir des parapluies. Hein. Ah ouais, c'est la misère. Hein. Selon certaines indiscrétions, c'est le chef du quartier qui, la nuit, se déploie pour trouver un moyen afin de sortir le malade pour une évacuation vers un centre hospitalier. Il faut avouer que c'est le problème le plus crucial, celui du dispensaire, parce que les infrastructures sanitaires sont, je vais dire, à 5, sinon 6 km d'ici. Donc, tout ce que le chef peut dire à travers votre chaîne, c'est que l'État ait un regard de notre côté, de manière à ce que les populations puissent être bénéficiaires de cet édifice. Pour une fois encore, les populations en appellent à la bonne foi des gouvernants afin de trouver une solution pour le bien-être de ces dernières. À présent, nous parlons de religion avec le culte d'action de grâce à l'église du centre d'adoration Hermon. Occasion tout indiquée pour le leader de la dite église de bénir le peuple de Dieu avec un message puissant et merveilleux. Cette fois-ci, nous laissons la place à Naomi Semba et Floris Mapango. Le réveil chrétien ou spirituel est un mouvement social de renouvellement d'esprit visant à réveiller une foi assoupie, installée et routinière. C'est le message qui a été délivré ce dimanche 2 mai 2021 au ministère du centre d'adoration Hermon situé à Mindoubé 1 par son leader, le révérend apôtre Alphonse Ngimba. Ce dernier a tenu à mettre en exergue ces enjeux. J'aimerais parler ce matin des enjeux, des signes du réveil. Quelqu'un dit avec moi les enjeux du réveil. Est-ce que quelqu'un peut, de manière sérieuse, dire avec moi les enjeux du réveil? Quand on parle d'enjeux, on parle d'éléments déterminants. Quand on parle d'enjeux, on parle d'éléments capitaux et qui peuvent même être vitaux. Quand on parle d'enjeux, on parle de ce qui est incontournable et ce qui peut influencer dans un sens ou dans un autre la suite des événements. J'aimerais que nous comprenions que le centre d'adoration est une église de réveil. C'est parce que je prêche le réveil que tu peux être guéri. C'est parce que je prêche le réveil que tu peux être délivré. C'est parce que je prêche et enseigne le réveil que tu peux obtenir le mariage, que tu peux obtenir la percée et tu peux réaliser les vœux et les désirs de ton cœur selon qu'il a dit dans sa parole. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. D'écouter la voix de Dieu, c'est la volonté de Dieu. À cette occasion, le prédicateur a relevé plusieurs éléments capitaux tout au long de ce culte. On peut citer entre autres la soif de Dieu, le désir d'écouter la voix de Dieu, mais aussi faire la volonté de Dieu. Lorsque souffle le réveil, l'une des choses que l'on observe et qui fait partie des enjeux, c'est que Dieu répand dans les cœurs une nouvelle soif des choses de Dieu. Une envie nouvelle des choses de Dieu. Tu es chrétien, tu vas à l'église depuis 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans parfois. D'autres sont même vieux, ils ont 50 ans, 60 ans de vie chrétienne. Mais ils sont entrés dans la monotonie, ils sont entrés dans la coutume, ils sont entrés dans la tradition, au point que l'église n'a plus d'enjeu. Laisse-moi te dire, lorsque souffle le vent du réveil, il y a une soif
nouvelle des choses de Dieu, une soif nouvelle de connaître Dieu, une soif nouvelle de vivre les choses avec Dieu. Si tu observes cette soif, si tu ressens cette soif, sache que tu es déjà dans la vague du réveil. L'homme de Dieu a ensuite rebondi avec un élément qui n'est tout autre que le besoin ardent de plaire à Dieu. Ranime la flamme du don de Dieu qui est en toi, qui t'a été communiqué par prophétie, avec l'imposition des mains des anciens. Si tu n'as pas encore faim de Dieu, si tu n'as pas soif de Dieu, je vais prier pour toi ce matin et Dieu va réveiller ce qui dormait en toi. Le berger de ce dit ministère encourage les enfants de Dieu à se laisser transporter par le mouvement plutôt que d'être en marge. Au sortir de ce culte, les participants se sont exprimés en ces termes dans ce reportage de Naomi Semba et Floris Mapango. Quelques chrétiens du centre d'adoration Hermon satisfaits et bénis par le message de leur leader sur la question des enjeux du réveil reviennent sur ce qui a retenu leur attention. Je suis Charles Parfait Balmongar, fidèle et serviteur de l'Éternel au centre d'adoration Hermon. Le message de ce matin était sur l'appel à l'audace déjà de pouvoir servir le Seigneur avec plus d'ardeur et de pouvoir également avoir de l'humilité. Donc certes, c'est vrai, nous prions un Dieu vivant, mais sans pourtant être humble dans la vie, nous ne sommes pas sûrs de pouvoir aller de l'avant. Pour véritablement être un véritable vase d'honneur, il va falloir dans un premier temps avoir certains acquis. L'acquis de pouvoir se dire que si nous prions un Dieu vivant, nous devons apprendre à être humble, à être obéissant, à être soumis et avoir la soif, l'audace de pouvoir servir le Seigneur avec beaucoup d'amour. Une prise de conscience s'impose pour les fidèles du révérend apôtre Alphonse Ngimba. Que nous ne devons pas négliger notre destinée parce que derrière notre destinée, il y a la destinée du plus grand nombre. Donc, nous devons être un vase d'honneur afin de sauver nos amis, de sauver nos parents qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. Au sortir de ce culte, certains participants ont tenu à inviter non seulement les croyants, mais aussi les non-croyants à certaines pratiques. De mettre en avant la foi, parce que c'est la foi qui nous aide à nous approcher de Dieu et c'est la foi qui nous aide à être agréable à Dieu. Et par la suite, je vais demander au peuple de Dieu, au corps du Christ, d'apprendre à marcher selon les lois et les principes spirituels. J'appelle à mes frères et sœurs qui n'ont peut-être pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans la vie, à pouvoir leur donner leur vie, à pouvoir chercher la véritable face de Dieu, à pouvoir également se dire que nous ne sommes rien sans lui. C'est par ce message rempli d'onction et de puissance que les fidèles qui ont fait le déplacement au centre d'adoration Hermon ont été plongés et bénis par ces enseignements de son leader, le révérend apôtre Alphonse Ngimba. En attendant la mise en application par les fidèles, le rendez-vous est pris pour dimanche prochain. Au Tchad, la série de manifestations contre la junte militaire au pouvoir se poursuit dans le pays. Les villes de Sar et Koumra s'insurgent et demandent le respect de l'ordre constitutionnel. Cette fois-ci, nous laissons aussi la place à nos confrères de la presse internationale. Reportage. Des manifestations reprimées au Tchad samedi dans la province du Moyen-Chari. Les villes de Sar et Koumra se sont soulevées contre la junte au pouvoir. Les jeunes sont descendus dans les rues réclamant le respect de l'ordre constitutionnel. En effet, la loi fondamentale a été balayée du revers de la main par le Conseil militaire de transition qui, dès sa prise de fonction quelques heures après la mort du président Idriss Déby Itno, a dissous l'Assemblée et le gouvernement. Une violation de la Constitution décriée par l'opposition et les organisations de la société civile. Au moins 6 personnes ont perdu la vie depuis le début de la révolte des Tchadiens contre le CMT. Samedi, l'armée a tenté de mettre un terme aux manifestations usant de force dans les villes de Sar et Koumra. Le principal opposant tchadien au temps d'Idriss Déby Itno, Saleh Kezabo, ne fait pas partie du nouveau gouvernement installé par les militaires pour assurer la transition. Nous écoutons nos confrères de la presse internationale. Il était l'un des principaux opposants de l'ancien président tchadien. Saleh Kezabo a officiellement reconnu l'autorité du Conseil militaire de transition qui a pris le pouvoir au lendemain du décès d'Idriss Déby. Dans ma conception, ce n'est pas un gouvernement courant, c'est un gouvernement qui est chargé de maintenir l'État en l'État. Il doit s'attaquer à l'essentiel,
L'État tchadien est un État informel qui est par terre. C'est déjà tout un travail que de le relever, de le maintenir et de préparer en même temps un dialogue inclusif. Pour moi, l'essentiel, c'est cela. Deux membres de son parti, l'Union nationale pour la démocratie et le renouveau, obtiennent des portefeuilles secondaires. Un autre opposant, Mahama Alabo, obtient lui le ministère de la Justice. Mais une grande majorité des postes régaliens, comme les affaires étrangères, restent aux mains du parti de l'ancien président. Son fils, Mahama Déby, dirige le conseil militaire, composé de 15 généraux, qui étaient tous des proches d'Idriss Déby. Des élections libres pourraient avoir lieu dans 18 mois pour rendre le pouvoir aux civils, d'après l'engagement pris par les militaires. Mais une partie de l'opposition continue de dénoncer un coup d'État institutionnel. C'est la fin de cette principale édition d'information de 20h30. Merci à Bourgeois Tinga, Boris Mikolo, Floris Mapangou et Ariel Nzaou. Voici les personnes qui m'ont accompagné ce soir pour vous servir tout au long de ce journal. Mais avant, le rappel des titres. Nous avons parlé de la journée mondiale de la presse sur le thème « L'information comme bien public ». L'événement a eu lieu à la salle Georges Raweri en présence du ministre d'État en charge de la communication et de l'économie numérique. Nous avons également parlé du président de l'organisation syndicale dynamique unitaire, Jean-Rémy Yama, dénonce la situation de précarité que traversent les travailleurs gabonais. Enfin, au Tchad, la série des manifestations contre la junte militaire au pouvoir qui se poursuit. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Au revoir et bonne nuit à tous.